Bonjour, bienvenue à PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Aujourd'hui, dans le cadre de cette capsule, nous allons parler de tout ce qui est validité externe et d'échantillonnage. Donc, un petit rappel de ce qu'est la validité externe. Okay? C'est une forme de validité qui concerne en quelle mesure les résultats sont généralisables à une population d'intérêt plus large. L'idée étant que votre recherche ne porte jamais sur la population au complet, mais plutôt sur un sous-ensemble de la population, mais que le but de la recherche n'est pas de dire quelque chose juste à propos des gens sur lesquels vous avez fait votre projet, mais plutôt sur la population en général d'où ces gens-là viennent. C'est la question de la validité externe. Est-ce que les résultats peuvent être généralisés à l'ensemble de la population dont viennent l'échantillon? Et cette forme de validité-là, elle est particulièrement importante pour les affirmations de fréquence, évidemment. Mais elle est quand même très importante pour toutes les autres affirmations aussi. Alors à ce point-ci, quelques petites définitions. Parce que je sais que vous avez probablement une tendance qui est très normale à, quand je dis population ou population d'intérêt, à penser comme la population d'un pays. Okay? Et c'est pas ça que je veux dire, nécessairement. Alors, quand je dis la validité externe concerne en quelle mesure les résultats sont généralisables à une population d'intérêt plus large, population d'intérêt, c'est un ensemble d'individus, okay, mais ces individus-là, c'est pas obligé d'être des gens, là. Ça peut être des personnes, ça peut être des objets, ça peut être... comme si je fais une recherche sur la qualité de production d'une usine qui fabrique des boîtes de céréales, puis je prends un échantillon de 300 boîtes de céréales à différents points dans le temps, puis je veux analyser mon échantillon pour savoir quelque chose à propos de comment bien l'usine fabrique ces boîtes de céréales-là, mais la population d'intérêt, c'est les boîtes de céréales fabriquées par l'usine. L'ensemble de toutes les boîtes de céréales fabriquées par l'usine. Donc, ça peut être des objets, ça peut être des individus, des personnes, je veux dire. Ça peut être des institutions même. Si je fais une recherche où est-ce que je vais échantillonner différents bureaux gouvernementaux dans différents pays, ben, c'est comme des institutions, des groupes de gens. T'sais. Donc c'est très flexible. Là. Mais c'est un ensemble d'individus okay, qui font l'objet de l'affirmation. L'affirmation, par exemple, de fréquence. Okay? Si on veut savoir quel pourcentage de la population, quel pourcentage des adolescents canadiens fument, ben, la population d'intérêt, c'est les adolescents canadiens. Okay? Évidemment. C'est pas les personnes âgées canadiennes, c'est pas les adolescents d'un autre pays, donc ça peut être très spécifique. C'est pas trop large. Ça veut pas dire tout le monde partout, tout le temps, la population. Okay? C'est très spécifique, c'est même pas obligé d'être des gens. Un échantillon, c'est un sous-ensemble limité d'individus, donc personnes ou objets ou institutions, qui proviennent de la population d'intérêt. Et un recensement, c'est une recherche relativement rare, mais qu'on conduit à chaque, je pense que c'est 4 ans, mais ça change là, selon les partis politiques, je pense. Là. C'est un recensement, c'est une recherche sur l'ensemble des individus de la population d'intérêt. Donc, le gouvernement peut faire des recensements. Même là, je pense pas que théoriquement, il arrive à un recensement parfait. Là. Mais techniquement, je crois à chaque 4 ans, si je ne me trompe pas, il y a un recensement. Et l'idée, c'est qu'on obtient des données sur tous les Canadiens. Toute la population d'intérêt. Mais en fait, pas tous les Canadiens. Là. On ne va pas aller sonder des enfants, des bébés naissants, là, mais on a de l'information sur une une énorme proportion des Canadiens. Là. Comme je dis, je pense pas qu'un recensement en réalité peut se faire parfaitement, mais l'idée c'est qu'on ne va pas échantillonner. Là. On va essayer d'avoir tout le monde. Bon.
99% des recherches ne sont pas des recensements. Ce sont des recherches où on utilise des échantillons. Certaines des petits échantillons, certaines des grands échantillons. Qu'est-ce qui est mieux, un petit ou un grand? On va reparler de ça. Il s'avère que ce n'est pas une question de taille nécessairement. Mais l'idée, c'est qu'un échantillon est toujours utilisé pour dire quelque chose à propos d'une population d'intérêt qui n'est pas à comprendre comme le mot population quand on dit la population est fâchée ou quelque chose comme ça, ou la population a voté pour tel politicien. C'est pas ça qu'on veut dire. Okay? Comme j'ai dit, les recensements, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, donc on utilise des échantillons. Okay? Et on assume que les échantillons qu'on utilise partagent leurs caractéristiques avec la population d'intérêt. Ça veut dire qu'ils représentent bien la population d'intérêt. C'est ce qu'on appelle la représentativité. Et la validité externe d'une étude est directement reliée à cette représentativité de l'échantillon. Si l'échantillon qu'on a utilisé ne représente pas vraiment la population d'intérêt à laquelle on s'intéresse, il y a probablement une mauvaise validité externe, parce que l'échantillon n'est pas représentatif de la population d'intérêt à laquelle on s'intéresse. Si on a pris un échantillon qui représente très bien les différentes caractéristiques de la population d'intérêt à laquelle on s'intéresse, on va dire qu'il est très représentatif et que l'étude a une bonne validité externe. Assez simple. Fait que lorsqu'on fait un projet de recherche ou lorsqu'on lit une recherche qui a été publiée, il faut d'abord penser à c'est quoi la population d'intérêt visée par ce projet de recherche-là. Si vous faites un projet de recherche, vous allez devoir penser à comment je vais échantillonner les gens. Vous devez vous poser la même question. Mais ça dépend. C'est quoi exactement la population d'intérêt à laquelle je vais m'intéresser? Ou quand vous lisez une recherche, c'est quoi la population d'intérêt à laquelle il s'intéressait? OK? Donc ça, c'est vraiment une question importante. Parce que, surtout quand vous choisissez votre échantillon, parce que n'oubliez pas que l'échantillon est supposé être utilisé pour obtenir des résultats qui sont supposés se généraliser à la population d'intérêt. Or, si vous ne savez pas c'est quoi votre population d'intérêt ou si elle est mal définie, comment pourrez-vous évaluer si vous avez une bonne validité externe? C'est impossible de le savoir. Comme je dis, bon, je me répète un peu, mais la répétition peut avoir un certain avantage là, pendant l'apprentissage. Il ne faut pas confondre la population d'intérêt d'une recherche avec le concept plus large et commun de population. Okay? Une population d'intérêt peut être très limitée. Vous savez, une population d'intérêt, ça peut être des rats de laboratoire uniquement. Des rats de laboratoire canadiens. On fait une recherche sur les rats de laboratoire canadiens. Et pour faire ça, on a pris 100 rats de laboratoire dans différents laboratoires partout au Canada. C'est ça notre population d'intérêt, les rats de laboratoire canadiens. Une population d'intérêt peut être les femmes de plus de 60 ans qui souffrent de démence. C'est notre population d'intérêt. Une population d'intérêt peut être les étudiants d'origine chinoise dans la région de Toronto. La population peut être très, très spécifique, là. En fait, je dirais, devrait être spécifique. Mais vous pouvez faire une recherche aussi qui s'intéresse aux êtres humains en général. Bon, ben là, vous devriez probablement avoir dans votre échantillon toutes sortes d'êtres humains. OK? Ou aux Canadiens en général. Donc, vous devrez avoir toutes sortes de Canadiens. Okay? Donc, l'idée, c'est encore cette représentativité-là. Si vous faites une recherche sur des femmes de plus de 60 ans qui souffrent de démence, ben, dans votre échantillon, on ne devrait pas beaucoup retrouver des hommes de 32 ans qui ne souffrent pas de démence. Ça n'aurait pas vraiment rapport dans l'échantillon. C'est logique. Maintenant, souvent, on va croire que pour être représentatif d'une population, il faut qu'un échantillon provienne de cette population-là. Et d'un côté, c'est vrai,
Mais ça tombe dans la catégorie de ce qu'on appelle nécessaire mais non suffisant. C'est que c'est vrai, mais c'est pas la seule chose. C'est pas juste le fait qu'on est allé dans une population puis qu'on a échantillonné les gens dans cette population-là, ou des individus, je devrais dire, parce que c'est pas nécessairement des gens, ça peut être des objets aussi, que l'échantillon est représentatif de la population d'intérêt. C'est nécessaire de faire ça, mais c'est pas suffisant pour ça. Autrement dit, ce que j'essaie de dire, c'est que même si un échantillon provient d'une population d'intérêt, ça ne veut pas dire qu'il se généralise ou est représentatif de cette population-là. En effet, on fait la distinction entre un échantillon biaisé et non biaisé. Et plus spécifiquement, le biaisé, on dit qu'il est non représentatif, et le non biaisé, représentatif. Je sais, ça serait plus simple si c'était juste biaisé, représentatif, non biaisé, non représentatif, mais c'est en fait l'inverse. Le biaisé est non représentatif, le non biaisé est qu'est-ce que je viens de dire? Le biaisé est non représentatif, c'est ça, et le non biaisé est représentatif. Dans le premier cas, un échantillon biaisé non représentatif en est un dans lequel certains membres de la population d'intérêt ont beaucoup plus de chances d'être inclus dans l'échantillon comparativement à d'autres. Donc, imaginons que votre population d'intérêt, faisons ça simple, là. Imaginons que c'est une petite population là, de 100 personnes, et vous voulez dire quelque chose à propos de cette population-là d'intérêt. Okay? Et pour ça, vous allez prendre 10 personnes, un échantillon de 10 personnes. Okay. Ben, il faut que chacune des 100 personnes ait une chance égale, une probabilité égale de faire partie de l'échantillon. Si certains membres de la population ont beaucoup plus de chances que d'autres d'être inclus dans l'échantillon, c'est un échantillon biaisé ou non représentatif. Mais si, dans le second cas, un échantillon non biaisé représentatif, si tous les 100 membres de la population ont une chance égale et connue d'être inclus dans l'échantillon, ça veut dire une chance sur 100 chacun, alors là, on dit que l'échantillonnage est non biaisé ou représentatif. Okay? Donc, la question de est-ce un échantillonnage biaisé ou non biaisé, okay? Ou non représentatif ou représentatif, revient à dire est-ce que tout le monde dans la population avait une chance égale d'être sélectionné pour faire partie de l'échantillon ou non? Ou est-ce que certaines personnes avaient plus de probabilité d'être sélectionnées pour l'échantillon? Si tout le monde avait une chance égale, c'est un non biaisé représentatif. Si certaines personnes avaient une chance, plus de chances que d'autres d'être sélectionnées pour faire partie de l'échantillon, c'est biaisé non représentatif. Oups, le beaucoup devrait avoir un P ici. Quelle horreur. Fait rien. Je ne vais pas recommencer. L'échantillonnage non biaisé représentatif nous permet de faire des inférences beaucoup plus exactes quant à la population d'intérêt. Ça veut dire que si vous utilisez du non biaisé représentatif, vous donnez à tout le monde la même chance. Tout le monde a la même chance. Donc, vous allez juste prendre 10 personnes sur les 100, là, mais au moins tout le monde a la même chance. Donc, le cas classique, c'est que vous mettez les 100 noms dans un chapeau, là, puis vous pigez 10 noms. Bon, mais ça, c'est correct, parce que techniquement parlant, chacun des noms dans ce chapeau-là avait une chance sur 100 d'être sélectionné, là. C'est un peu différent là, parce que si vous prenez le premier, ça tombe à 99, puis là, en 98 après le deuxième. En tout cas, vous comprenez l'idée. Là. Tout le monde avait une chance égale d'être sélectionné. Okay? Si vous faites ça, les résultats que vous allez trouver avec votre échantillon vont vous permettre de faire des inférences, ça veut dire de dire quelque chose à propos de la population d'intérêt qui est beaucoup plus exact. Si vous le faites, si ils n'ont pas chacune les mêmes probabilités de participer, c'est non biaisé représentatif,
il est possible que les inférences que vous allez tirer ne sont pas tout à fait exactes. Mais dans le fait qu'au moins les gens viennent de la même population que la population d'intérêt, c'est déjà bien. C'est comme j'ai dit, nécessaire, mais non suffisant. C'est possible qu'il y ait des problèmes si vous utilisez du non biaisé représentatif. Ça ne veut pas dire qu'il va en avoir. Mais c'est toujours mieux d'utiliser du non biaisé représentatif. Voilà. Je pense que j'ai bien dit ça là, en termes de biaisé non représentatif, non biaisé représentatif. J'espère ne pas m'être trompé, mais j'espère que vous comprenez le concept. OK. Ben, on parle d'échantillonnage biaisé, fait que d'où il vient ce biais-là? Quelles sont certaines sources de biais dans l'échantillonnage? Souvenez-vous, biais, c'est le concept que il y a des erreurs qui s'introduisent et qui sont systématiques, okay? Qui vont toujours amener des erreurs de la même façon. Ben, un échantillon est typiquement biaisé de deux manières. Typiquement, là, lorsqu'on trouve un échantillon biaisé, là, c'est typiquement deux choses, ou une de deux choses, ou les deux. La première possibilité, c'est que les chercheurs échantillonnent uniquement parmi les individus qui sont les plus faciles d'accès au moment de l'étude. Et ça, c'est compréhensible. Je suis un chercheur, je vais faire une étude, il y a des gens alentour de moi. Si je leur demande de participer à mon étude, il y a des bonnes chances qu'il y en a beaucoup qui disent oui. Ben, je vais prendre ces gens-là. Mais ça, c'est ça l'affaire. C'est que si on fait ça, on est tout le temps en train de sélectionner parmi les gens qui sont les plus faciles d'accès au moment de l'étude. Alors, les gens qui sont les plus faciles d'accès au moment de l'étude, c'est peut-être pas les gens qui représentent la population d'intérêt. Et la deuxième source, c'est que les chercheurs échantillonnent uniquement parmi les individus qui se portent volontaires ou qui répondent à l'appel. Il y a beaucoup de recherches où on demande aux gens, on met une affiche par exemple dans une clinique psychologique, puis on dit on fait une recherche sur la dépression, un nouveau traitement, seriez-vous intéressé? Si oui, envoyez un courriel à telle adresse courriel. Qui on va obtenir? Juste des gens qui sont volontaires, qui répondent à l'appel, qui veulent le faire. Si on trouve avec notre recherche que ce nouveau traitement contre la dépression-là fonctionne, on peut dire vraiment qu'il fonctionne sur tout le monde? Ou on peut juste dire qu'il fonctionne sur les gens qui sont les genres de gens qui ont tendance à se porter volontaires pour faire des études sur la dépression? Donc, c'est biaisé. Mais ça, c'est un gros problème parce qu'il faut faire de la recherche en tant que chercheur. C'est difficile. Il faut en faire. Puis comme je vous ai déjà dit, dans les universités, il y a une certaine pression à publier. Donc, il faut faire de la recherche. On n'a pas nécessairement le temps d'aller chercher des méga super échantillons de top qualité. Alors, très souvent, on va prendre les gens qui sont alentour de nous et qui se portent volontaires. Et c'est un problème. Il y a certaines façons de régler ça, dans le sens où si vous faites une étude une première fois avec un échantillon, qui étaient des gens faciles d'accès volontaires, là, puis ensuite vous reprenez l'étude, ou vous demandez à un collaborateur dans une autre université, peut-être même dans un autre pays, de reprendre l'étude, la même étude, avec des gens chez lui. Puis là, vous demandez à quelqu'un d'autre, ou vous travaillez avec quelqu'un d'autre dans une troisième, dans un endroit différent, de refaire eux aussi l'étude avec des gens. Puis vous mettez tout ça ensemble, mais là, vous pouvez commencer à être plus certain que les résultats, si les résultats sont les mêmes à chaque fois, vous pouvez commencer à être plus confiant qu'il y a quelque chose de vrai à propos de ce que vos études ont trouvé. Mais si c'est juste une étude que vous faites, vous êtes pris avec le fait que vous avez échantillonné dans le fond, dans votre voisinage, là, ce qui est un problème. Donc, ces deux biais-là peuvent menacer la validité externe d'une étude. Les gens qui sont les plus disponibles ou les plus intéressés n'ont peut-être pas les mêmes opinions, les mêmes caractéristiques que ceux qui sont moins disponibles et intéressés. Évidemment, je vous entends dire, là, on ne peut pas forcer les gens non plus à participer aux études. On vient juste de faire un cours sur l'éthique, disant que si les gens ne sont pas intéressés, on ne peut pas les forcer à participer. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a quelque chose à propos des gens qui vont vous réécrire un courriel
sais, il y a des gens que si vous leur demandiez en personne, ils diraient oui, mais ils n'écriraient pas un courriel pour dire je veux participer. Donc il y a quand même une différence. Il y a des gens qui seraient prêts à faire l'étude, mais les gens qui écrivent un courriel ou qui répondent à l'appel, qui prennent le temps de vous dire moi je veux participer, qui vous écrivent un courriel, ce sont des gens qui sont peut-être subtilement différents que ceux qui seraient prêts à faire l'étude si vous leur demandez. Mais pas, c'est pas qu'ils vont vous appeler eux-mêmes. T'sais? Donc, il y a beaucoup de différences entre les gens et ça peut venir biaiser les résultats. Alors ici, j'ai quelques exemples d'échantillons biaisés et non biaisés, avec la population d'intérêt et une technique d'échantillonnage justement biaisée et une technique d'échantillonnage non biaisée. Alors, ce sont des exemples. Hein. Alors, imaginons par exemple que quelqu'un fait une recherche en politique sur les voteurs libéraux en Ontario. Je peux te dire les voteurs, les électeurs? C'est peut-être les électeurs. En tout cas, pardonnez-moi si c'est électeur. Là. Je vais dire voteurs, mais ça me semble les voteurs. Je pense que c'est les électeurs. Euh, donc, les gens qui votent, tiens, j'ai réglé le problème, les gens qui votent libéral en Ontario, c'est la population d'intérêt. On veut savoir quelque chose sur ces gens-là. Bon, une technique d'échantillonnage biaisé, là, ça serait d'aller à un événement du Parti libéral de l'Ontario, dans une ville en particulier, par exemple à Toronto. Okay? Là où il y a un grand discours, je sais pas, le premier ministre vient donner un grand discours, euh, premier ministre libéral à ce moment-là vient donner un grand discours et, dans cette ville-là à Toronto. Puis le Parti libéral de l'Ontario, les membres du Parti libéral de l'Ontario à Toronto vont écouter le discours et on va recruter les gens qui sont juste au premier rang de cet événement-là. Les gens qui sont assis dans la première rangée à écouter le discours. Ça serait une technique d'échantillonnage biaisé. Pourquoi? Ben, premièrement, on s'est juste limité à la ville de l'Ontario. À la ville de Toronto. Okay? Or, c'est juste une ville en Ontario. Et en plus, on est allé dans un événement, puis on a choisi juste les gens dans la première rangée, même à l'intérieur de l'événement lui-même. C'est pas tout le monde qui avait une chance égale de participer à l'échantillonnage. Ça aurait peut-être été un petit peu mieux si on avait pris tous les noms des personnes à l'événement, puis on avait tiré X nombre de noms d'un chapeau, pour ainsi dire. Là. On n'utilise plus des chapeaux aujourd'hui, c'est fait par ordinateur, là, mais... dans mon temps, on utilisait des chapeaux. Non, c'est pas vrai. Donc là, ça serait déjà mieux si on faisait ça. Mais ça serait quand même pas... Ça serait quand même pas parfait parce que là, ça serait juste sur Toronto, nécessairement. Donc, mais ce serait déjà un peu mieux. Donc, définitivement recruter des gens au premier rang lors d'un événement du Parti libéral de l'Ontario, dans une ville comme Toronto, est une technique d'échantillonnage biaisé. OK? Technique d'échantillonnage non biaisé, parfaite, ça pourrait être obtenir une liste de tous les membres du Parti libéral de l'Ontario, parce que le Parti libéral a une liste de tous ses membres, avec leurs informations, leurs coordonnées, et appeler un groupe sélectionné aléatoirement. Donc vous avez un ordinateur qui lance, disons que vous voulez un échantillon de 300 personnes, vous avez demandé à votre ordi de vous générer une liste de chiffres en ordre croissant, allant de 0 à 300 de manière aléatoire. Et vous... je veux dire, pardon. Qu'est-ce que je dis là? Vous demandez à votre ordinateur de vous produire une liste de 300 individus, si on veut, de cette liste-là, aléatoirement. Okay? Et l'idée, c'est que chaque personne a la chance de participer, en principe. C'est pas tout le monde qui va participer à l'échantillon, mais chaque personne, techniquement, en termes de probabilité, a une chance. Si notre population d'intérêt, c'est les conducteurs et les conductrices, de manière large. OK? Mais d'abord, peut-être que ce serait vraiment les conducteurs et conductrices canadiens, dépendant de votre étude. Mais en tout cas, du moins, si vous dites les conducteurs et conductrices, bon, définitivement une technique d'échantillonnage biaisé. Ce serait demander à des conducteurs ou des conductrices de remplir un sondage lorsqu'ils se présentent à une station de payage de stationnement. Pourquoi? Mais parce que tous les autres conducteurs et conductrices n'ont pas eu la chance égale. Juste ceux
qui utilisaient ce stationnement-là, et spécifiquement cette station de péage-là, spécifique, ont eu la chance de participer à l'échantillon. Tous les autres n'ont pas eu la chance. Or, les autres font aussi partie de cette population d'intérêt. Donc, c'est biaisé. Non biaisé, ça serait la même chose, obtenir une liste des permis de conduire dans chaque province canadienne et sélectionner un groupe aléatoirement. Sélectionner tant de personnes par chaque province. On pourrait déterminer le nombre de personnes à sélectionner par province en se basant sur la population relative de chaque province par rapport à l'ensemble du Canada. Et donc, si vous savez qu'il y a une province qui a une plus petite population, ben vous choisiriez moins de gens là qu'une province qui a une plus grande population. Mais donc ça serait une bonne technique d'échantillonnage non biaisé parce que techniquement, tous les gens qui ont un permis de conduire listé, là, formellement enregistrés dans les registres canadiens ou provinciaux, auraient une probabilité égale de participer. C'est pas tout le monde, évidemment, qui va participer, mais ça varie. Troisième population d'intérêt, les étudiants ayant pris un cours avec le professeur X. Donc, vous voulez savoir quelque chose à propos des étudiants ayant pris un cours avec le professeur X. Ben, une technique d'échantillonnage biaisé, ce serait inclure uniquement les étudiants ou étudiantes qui ont laissé une évaluation du prof X sur un site web comme Rate My Professor. Bien, évidemment, vous comprenez à comprendre qu'il y a plein d'autres étudiants qui n'ont pas laissé une évaluation et donc ils n'ont pas une chance égale de participer à l'échantillon. Une technique d'échantillonnage non biaisé pourrait être quelque chose comme obtenir une liste de tous les étudiants présents et passés du prof et sélectionner chaque 15e personne sur la liste. Par exemple, la 15e, la 30e, la 45e, et ainsi de suite. Ça fonctionnerait surtout bien, ça, si on a généré une liste, si on a arrangé la liste des gens aléatoirement, et non pas, par exemple, en ordre alphabétique, mais vraiment aléatoirement. Puis là, on prend la 15e, la 30e, la 45e, peu importe ce qui vient après ça, la 60e, la 75e, et ainsi de suite. OK? Donc, ça, c'est des exemples d'échantillons biaisés et non biaisés. Alors, on va faire la différence. On va voir, en fait, plein de types d'échantillons, plein de stratégies d'échantillonnage. Et nous allons nous baser sur la différence entre la distinction entre un échantillonnage probabiliste et non probabiliste. Mais c'est un nouveau mot que j'introduis parce que c'est comme ça qu'on parle en science, probabiliste et non probabiliste. Mais même si c'est un nouveau mot, ce n'est pas un nouveau concept parce que probabiliste veut dire que tous les membres de la population ont une chance égale et connue d'être inclus dans l'échantillon. Donc, c'est non biaisé, représentatif. Et non probabiliste veut dire que seulement certaines catégories d'individus ont une plus grande chance, disons, d'être inclus dans l'échantillon et certaines catégories d'individus ne seront jamais inclus, même s'ils font partie de la population d'intérêt. Ça, c'est non probabiliste. Non représentatif, biaisé. Okay? Donc, probabiliste, non probabiliste, c'est la même distinction que représentatif, non représentatif, biaisé, non biaisé. Probabiliste, ça veut dire représentatif, non biaisé. Non probabiliste, ça veut dire non représentatif, biaisé. Ouais. Donc, voici ce qu'on va voir, mais au niveau visuel. Donc, vous avez votre population d'intérêt ici. Et vous avez deux grandes possibilités, comme je vous dis. Soit vous tirez un échantillon probabiliste, vous voulez dire que tous les membres de la population ont une chance égale et connue d'être inclus, ou vous tirez un échantillon non probabiliste, vous voulez dire que certaines catégories d'individus ne seront pas inclus dans l'échantillon. Ils n'auront pas de chance d'être inclus, ou beaucoup moins de chances d'être inclus que les autres, même s'ils font partie de la population d'intérêt. Et à l'intérieur de échantillonnage probabiliste, vous avez différentes façons de le faire. Échantillon aléatoire simple, échantillon par grappe et multiniveau, systématique, suréchantillonnage et strat.
pour les échantillonnages non probabilistes. Et là, peut-être que vous allez dire, mais monsieur, pourquoi on va voir des échantillonnages non probabilistes en détail? Est-ce qu'on devrait juste jamais faire ça? Pourquoi est-ce qu'on va voir des cas spécifiques de choses qu'on devrait jamais faire? Mais c'est pas que vous devriez... Il y a une différence entre la recherche parfaite et de la recherche qui peut être faite. Et très souvent, la recherche que l'on peut faire, c'est de la recherche qui va utiliser des échantillonnages non probabilistes. Ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise recherche. Ça veut dire qu'il faut faire plus attention aux conclusions et qu'il faut essayer de runner cette recherche-là à différents moments dans le temps avec différents groupes pour voir si on obtient les mêmes résultats. Quelque chose qu'on a moins besoin de faire quand on a un très bon échantillon. Mais donc, l'échantillonnage non probabiliste, on va voir échantillon de convenance, par quota, dirigé et boule de neige. Alors, commençons par la technique d'échantillonnage probabiliste. Okay? Si les chercheurs ont besoin d'un échantillon non biaisé représentatif, mais on a toujours besoin de ça de toute façon. Mais ce n'est pas une question de ce qu'on a besoin, c'est une question de qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher dans les délais, dans le temps qu'on a et avec le peu d'argent et de ressources qu'on a. Mais donc, si on est capable d'aller chercher un échantillon non biaisé ou représentatif, on va utiliser une technique d'échantillonnage probabiliste. Okay? Tout ça, c'est des synonymes. Comme je dis, comme on a vu visuellement, plusieurs de ces techniques, et chacune de ces techniques-là, en fait, je les remontrer, toutes celles-là ici, là, okay, qu'on va voir en détail, chacune de ces techniques-là ont toutes une chose en commun. Cette chose-là est la sélection aléatoire, la sélection au hasard. Ça veut dire que tous les membres de la population d'intérêt, avec ces techniques-là, ont une chance égale et connue d'être sélectionnés. Dans mon exemple de tantôt, sur 100 personnes, tout le monde a une chance sur ça d'être sélectionné. Peu importe s'ils sont facilement accessibles, peu importe s'ils sont motivés à se porter volontaire par eux-mêmes, okay? Peu importe toutes ces caractéristiques-là. Si tu fais partie de la population, tu as une chance égale à tous les autres membres de la population d'être sélectionnés. Ça ne veut pas dire que tu vas l'être, mais tu as une chance égale. Okay? Et la sélection de qui va être sélectionné va se faire aléatoirement. Aléatoirement veut dire au hasard. Et c'est pour cette raison-là que les échantillons probabilistes ont une excellente validité externe. Alors, certains échantillons probabilistes, comme je vous dis, on avait vu, je pense, dans le côté gauche du graphique, là, il y en avait 4. 4 ou 5, peu importe. On va les voir un après l'autre ici. Le premier, c'était l'échantillonnage aléatoire simple. Alors lui, comme il dit, il est très simple et aléatoire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner aléatoirement au hasard différents individus à partir d'une liste ou d'un registre. Donc, moi, j'aime bien encore la métaphore du chapeau, là. Si ma population d'intérêt est 100 personnes, des personnes dans ce cas-ci, je vais mettre le nom, je vais mettre 100 bouts de papier dans un chapeau. Et chaque bout de papier contient le nom d'une personne et je vais piger au hasard 10 personnes. Et ça, c'est du aléatoire simple. Maintenant, dans la vraie vie, on n'utilise pas un chapeau puis des feuilles, des petits bouts de papier. Vous seriez surpris, en fait. Des fois, on fait la recherche comme on peut le faire, là, dépendant de la situation, là, mais généralement, ça se fait par ordinateur. On peut le faire avec des ordinateurs et des banques de données. Il y a toutes sortes de banques de données, de registres qu'on peut utiliser. Ça s'applique à des adresses résidentielles, des numéros de téléphone. Okay? Donc, on peut demander à un ordi de sélectionner aléatoirement 15 numéros de téléphone au Canada, par exemple, ou 15 numéros... Imaginons qu'on s'intéresse juste aux Québécois, par exemple. On peut lui demander de sélectionner 10 numéros de téléphone dans chaque région du Québec, par exemple, aléatoirement. Du moment qu'on procède à partir d'un registre d'individus qui sont éligibles, c'est aléatoire, simple. Donc, cette stratégie-là, elle est théoriquement optimale, c'est la meilleure.
vous devriez utiliser ça. Mais vous n'allez pas toujours utiliser ça. Vous allez en fait rarement l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'elle est longue, elle est difficile et elle est coûteuse à appliquer au niveau du temps et de l'argent. En effet, c'est presque impossible d'identifier tous les individus d'une population d'intérêt. Juste dans certains cas très définis, comme par exemple les permis de conduire, et les conducteurs, on a au moins une liste des permis de conduire. Mais même là, il y a des gens qui conduisent et qui n'ont pas leur permis, là, qui conduisent légalement. Puis il y a des gens qui ont leur permis de conduire, mais qui n'ont jamais conduit de leur vie, ils n'aiment pas ça. Fait que, tu sais, c'est quand même pas parfait. Il est presque impossible d'identifier donc tous les individus d'une population d'intérêt en principe, à moins que vous soyez le gouvernement, et même là, je pense pas qu'il arrive à le faire complètement. Donc, c'est une stratégie, l'aléatoire simple, qui est vraiment plus théorique que réelle. En plus, il y a des vrais problèmes philosophiques par rapport à ça. Comme si, par exemple, vous vous intéressez aux Canadiens, mais les Canadiens, à chaque minute, il y en ait plus. Puis à chaque minute, il en meurt, puis à chaque minute, il y en est. T'sais. Donc, c'est quelque chose qui est dynamique, ça, la population canadienne. C'est vivant. C'est pas un monolithe de X nombre de personnes qui restent constamment là. Il y a des nouveaux arrivants, il y a des gens qui partent. T'sais. Donc, c'est très théorique, là, cette idée d'un échantillon aléatoire simple. C'est difficile à appliquer. Mais le plus proche, on peut se rapprocher de ça. Et c'est le même thème qui revient tout le temps. Hein? J'espère que vous commencez à voir ça. C'est pas une question de comment je peux faire pour faire de la bonne recherche, comment je peux faire pour éviter de la mauvaise recherche. C'est pas cette idée-là de bon versus mauvais. C'est comment je peux faire pour me rapprocher le plus possible d'une bonne validité externe. Me rapprocher le plus possible d'un échantillonnage aléatoire simple. OK? C'est une question de degré. Toujours une question de degré. Donc, les chercheurs vont utiliser souvent des variantes de cette stratégie-là, qui sont toutes basées sur la sélection aléatoire aussi. Une variante, c'est l'échantillonnage par grappe. Alors ça, c'est une stratégie qui est le fun parce que c'est aléatoire, mais en même temps, ça vous permet de recueillir beaucoup de personnes. Alors, l'idée, c'est que très souvent, les individus qui sont visés par votre recherche, c'est pas comme si vous trouvez une personne dans un pays, puis une personne dans un autre, puis il faut chercher les gens. Généralement, les gens se tiennent ensemble. Okay? S'il y a quelque chose qu'on sait à propos des êtres humains, c'est qu'ils aiment se tenir ensemble. Et ils font des choses ensemble. Or, pourquoi ne pas sélectionner des groupes de gens plutôt que des individus? Et ça, c'est l'idée de l'échantillonnage par grappe. C'est que vous allez échantillonner des individus qui sont déjà arbitrairement divisés en groupes. Vous allez sélectionner aléatoirement des grappes de participants parmi la population d'intérêt. Un exemple. Imaginons que vous voulez échantillonner auprès d'étudiants secondaires au Québec. Okay? Votre étude, la population d'intérêt est les étudiants secondaires au Québec. Et vous voulez dire quelque chose à propos d'eux autres. Vous faites une recherche sur les stratégies d'apprentissage des étudiants secondaires au Québec, puis ça vous prend 500 étudiants secondaires au Québec pour votre échantillon. Bon. La stratégie aléatoire simple dirait que vous devriez prendre les listes de tous les étudiants au Québec et en choisir aléatoirement 500, puis rentrer en contact avec eux. Bien, bonne chance. Okay? Ce que vous pourriez faire à la place, c'est que vous pourriez aller dans les obtenir une liste de toutes les écoles secondaires au Québec. Okay? Et en choisir ici je dis 100, là, mais ça ne va pas être mon exemple de 500. Mais vous pourriez choisir les écoles secondaires et en choisir assez pour arriver à un nombre de 500 élèves. Okay? Donc, dans ce cas-ci, vous prendriez, par exemple, disons que vous choisiriez 5 écoles au Québec en vous basant sur une analyse comme quoi ça représente bien les différentes régions. Là.
Et dans chaque école, vous choisiriez 100 étudiants, un groupe de 100 étudiants. OK? Donc, vous choisiriez 5 grappes de 100 étudiants pour donner un échantillon total de 500 étudiants. Mais c'est pas comme si vous avez choisi chacun des 500 indépendamment l'un de l'autre. Dans les 500 que vous avez choisis, il y a 5 fois 100 personnes qui viennent ensemble. Vous avez choisi 5 grappes de 100 personnes et non pas 500 individus au niveau, dans la façon dont vous les avez choisis. T'sais. Ça, c'est l'idée de grappe. L'échantillonnage multiniveau, c'est qu'on peut échantillonner aléatoirement entre les grappes disponibles et à l'intérieur des grappes sélectionnées aussi. OK? Donc, et en fait, je pense que l'exemple que je viens de donner, maintenant je le réalise, c'était plus de l'échantillonnage multiniveau. Je vais y aller plus simple. Imaginons que vous avez besoin d'un échantillon de 100 étudiants secondaires au Québec. Ben, vous pouvez juste aller dans une école puis choisir les 100 personnes dans cette école-là. Cling, ça c'est une grappe. Vous n'êtes pas obligé d'aller individuellement choisir chaque personne. Les 100 personnes sont choisies, s'ils veulent participer, évidemment. Et ça, c'est la grappe. Okay? Et multiniveau, c'est si vous allez plus à l'intérieur si vous sélectionnez entre les grappes et à l'intérieur des grappes aussi. Okay? Donc, exemple, si vous choisissez aléatoirement 100 écoles au Québec, et dans ces 100 écoles-là, vous choisissez 100 étudiants parmi ces dernières-là. OK? C'est pour ça que mon exemple de tantôt était plutôt du multiniveau, parce que je pense que j'avais choisi 5 écoles, et à l'intérieur de ces 5 écoles, j'avais pris les 100 étudiants. Donc, c'était du multiniveau. Mais donc, l'idée, le concept, pour ne pas se perdre dans les grappes, dans les vignes, l'idée, c'est que l'échantillonnage par grappe, vous allez échantillonner des groupes de gens qui viennent ensemble, dans le fond. Et très souvent parce qu'ils se rassemblent dans un même lieu. C'est souvent relié à un lieu physique, en fait. Et multiniveau, c'est que vous pouvez choisir des grappes de gens, mais aussi à l'intérieur de chaque grappe, vous pouvez choisir un nombre spécifique de gens. Comme par exemple, si vous faisiez de la recherche sur les étudiants secondaires québécois qui sont atteints du TDAH, trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Bien, vous pourriez choisir 100 écoles au Québec. Okay? Bien, chacune de ces écoles-là vous offre une grappe. Et à l'intérieur de chaque grappe, vous pourriez sélectionner 30 étudiants qui ont le TDAH, par exemple. Et ça vous donnerait quoi? Ça vous donnerait 100 fois 30, ça vous donnerait 3000, un échantillonnage final de 3000 étudiants qui ont le TDAH au Québec, secondaire. Okay? Et ça irait beaucoup plus facilement ça que d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment vous y prendriez, mais il faudrait trouver une liste de tous les Québécois au secondaire qui ont le TDAH, puis là, sélectionner avec un ordinateur aléatoirement des gens, puis aller leur demander s'ils peuvent participer, ainsi de suite. Ce serait beaucoup trop long. Donc, ces deux stratégies-là sont plus simples que l'échantillonnage aléatoire. Simple parce qu'ils produisent des échantillonnages représentatifs qui impliquent la sélection aléatoire, mais ils le font plus rapidement parce qu'ils choisissent des gens. Et l'idée, c'est que c'est quand même aléatoire, là. Parce que c'est pas qu'on a... ce qui est aléatoire là-dedans, c'est que les grappes sont choisies de manière aléatoire. Je ne l'ai peut-être pas dit, là, mais quand vous choisissez vos 100 écoles dans lesquelles vous allez prendre les étudiants, mais ces 100 écoles-là sont choisies aléatoirement. Peut-être que les étudiants à l'intérieur de ces 100 écoles-là, vous n'allez pas les choisir aléatoirement, vous allez peut-être prendre tout le monde. Si vous les choisissez aléatoirement, ces 100 étudiants-là, ça devient du multiniveau. Là, vous avez choisi aléatoirement les grappes. Et à l'intérieur des grappes, vous choisissez aléatoirement des gens. Ça, c'est du multiniveau. Mais si vous faites juste choisir aléatoirement 100 écoles, puis vous prenez tous les étudiants dans ces 100 écoles-là, okay, c'est purement du échantillonnage par grappe, pas multiniveau. Mais il y a quand même une sélection aléatoire. Ce qui fait de ça un échantillonnage probabiliste. Parce que ce n'est pas toutes les grappes au Québec
toutes les écoles, bref, qui avaient je veux dire, c'est probabiliste parce que toutes les grappes, toutes les écoles du Québec avaient une probabilité égale d'être sélectionnées. Mais il y en a juste 10 qui ont été sélectionnés ou 100 qui ont été sélectionnés. Je m'excuse, là, c'est mélangeant de parler de tout ça. Échantillonnage aléatoire par strate, qui est une autre technique d'échantillonnage probabiliste, qu'elle soit multiniveau ou non. Okay? Comme la grappe pouvait être juste grappe ou grappe multiniveau, strate peut être juste strate ou strate multiniveau. Okay? Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir des catégories démographiques particulières, ou des strates, et sélectionner aléatoirement des individus parmi ces catégories-là. L'idée, c'est que dans une population, c'est pas tout le monde qui est homogène. Vous avez des strates dans une population. Prenons la population canadienne. Vous avez, théoriquement, il y a un nombre illimité de strates, mais il y a certaines strates que l'on valorise plus que d'autres. Bon, une strate importante, c'est que c'est pas tous les Canadiens qui ont le même sexe ou le même genre, présupposant. Présupposons ici que sexe et genre est synonyme, là. Je pense qu'il y a des bonnes raisons de croire que ce n'est pas, mais présupposons que c'est synonyme. C'est pas tous les Canadiens qui sont du même sexe ou du même genre. Certains sont des hommes, certains sont des femmes. Bon, là, on a deux strates déjà, là. Puis c'est pas tous les Canadiens qui viennent de la même province. Certaines, ou même de la même... Tu sais, même si on... le même endroit géographique au Canada, par exemple. Certains Canadiens viennent des Maritimes. D'autres Canadiens viennent de l'Ouest. Certains viennent du Nord, plus. D'autres sont plus proches des États-Unis, du Sud. D'autres sont plus centrales. C'est pas tous les Canadiens... Donc ça, c'est une strate. C'est pas tous les Canadiens qui ont le même niveau socio-économique. Certains Canadiens sont pauvres, malheureusement. D'autres Canadiens sont riches. Certains Canadiens sont de la classe moyenne. Ça, c'est une autre strate. Pas tous les Canadiens qui sont similairement éduqués. Certains ont un secondaire uniquement. Pas de jugement de valeur ici, là, en passant. Certains ont un bac. Certains ont un doctorat. Certains ont un diplôme technique. Ils ne sont pas tous éduqués de la même manière. C'est pas... Ça, c'est une autre strate. Certains Canadiens, c'est pas tous les Canadiens qui ont la même origine ethnique. Certains Canadiens sont d'origine chinoise, au niveau ethnique. Au niveau, au niveau ethnique. Certains Canadiens sont d'origine canadienne-française. Certains Canadiens sont... certains Canadiens sont francophones, certains Canadiens sont anglophones. Une autre strate. Certains Canadiens sont musulmans, certains Canadiens... Donc, il faut commencer à comprendre l'idée. Okay? C'est que si je prends une population comme le Canada, la population canadienne, la population canadienne, c'est un foisonnement de différentes strates. Or, un échantillon, un bon échantillon pour être représentatif, devrait représenter chacune de ces strates-là de manière similaire à la population canadienne. Donc, on devrait maintenir en tête les proportions respectives de ces différentes strates au sein de la population d'intérêt lorsqu'on forme notre échantillon. Et ça veut dire qu'on va échantillonner par strate. Okay? Alors, exemple, les chercheurs s'assurent que leur échantillon de 1000 Canadiens inclut 4% d'individus originaires de l'Asie du Sud, parce que c'est une des strates qui les intéresse eux. Okay? Dans leur échantillon, il y a quelque chose, il faut qu'ils tiennent en compte, à cause du type de recherche qu'ils font, il faut qu'ils tiennent en compte cette strate-là. Okay? C'est pas toutes les strates ils vont pas tenir en compte toutes les strates, parce que c'est pas toutes les strates qui sont importantes pour leur recherche. Mais disons que pour leur recherche, c'est important que les individus originaires de l'Asie du Sud, disons que c'est une recherche culturelle ou quelque chose, soient inclus là-dedans. Bon, mais une des strates, ça serait que 4% de l'échantillon doit être des gens originaires de l'Asie du Sud. Pourquoi? Parce que 4% de la population doit être des gens originaires de l'Asie du Sud. Sont des gens originaires de l'Asie du Sud. Donc, dans cette étude-là, il y aurait deux strates.
La première strate serait les Canadiens originaires de l'Asie du Sud, qui compteraient pour 4% de l'échantillonnage. Et la deuxième strate serait les autres Canadiens. Et là encore, on pourrait se demander qu'est-ce que tu veux dire par les autres Canadiens. Mais faisons ça simple. Les autres Canadiens qui compteraient pour 96% de l'échantillon parce qu'ils comptent pour 96% de la population. Donc ça, c'est l'idée de strate. Maintenant, vous pourriez vous demander, mais c'est quoi la différence entre une strate et une grappe? Ben, une strate, c'est une catégorie qui a un certain sens spécifique, comme un groupe ethnique, un genre spécifique, un niveau d'éducation spécifique. Ouais, tous ces trucs-là. Ça a un sens. C'est une catégorie qui a un sens. Une grappe, c'est plus ou moins arbitraire. Quand j'ai pris une grappe de 100 étudiants, parce que c'est les 100 étudiants qui sont à l'école X, ok? Ben, ce qui regroupe ces 100 étudiants-là, c'est pas une catégorie qui a un sens spécifique. Ce qui regroupe ces étudiants-là, c'est juste c'était facile. Ils se regroupent quotidiennement dans le même endroit. Ils fréquentent le même endroit, l'école X. Donc, je vais juste les prendre en tant que strate. En tant que grappe, pardon, dear God. En tant que grappe. Ok? Mais une strate, c'est pas juste des gens qui se retrouvent dans un même endroit comme ça. C'est vraiment une catégorie qui a rapport à une personne. Son groupe ethnique, sa religion, son genre, son niveau socio-économique, son niveau d'éducation, des trucs comme ça. Okay. Et la taille échantillonnale d'une strate doit refléter la proportion d'individus qui font partie de cette strate au sein de la population. Comme je dis, si j'ai 4% d'individus originaires de l'Asie du Sud dans ma population, je devrais avoir 4% d'individus originaires d'Asie du Sud dans mon échantillon. Si cette strate-là est théoriquement importante pour ma recherche. Ça se peut que ma recherche, c'est le genre de recherche que je m'en fiche qu'il y ait des gens originaires de l'Asie du Sud ou non. Ça ne va pas vraiment impacter la validité de ma recherche. Bon, ben, très bien. Je ne vais pas m'en faire de cette strate-là. Et je dis ça parce que théoriquement, il y a une infinité de strates possibles. Il y en a autant qu'on peut diviser les gens. Et donc, il y a une infinité de façons de diviser les gens. Mais il y a des strates qui sont certaines plus importantes pour certaines recherches que d'autres. Or, c'est pas le cas pour une grappe. Ça. Une grappe ne doit pas refléter la proportion d'individus faisant partie de cette grappe au sein de la population. Ça fait aucun sens. Bon, en passant, je reviens sur la strate, là. Quand j'utilise un échantillonnage par strate. Puis les exemples que j'ai donnés à date, là, par exemple, mon exemple sur les 4% d'individus originaires de l'Asie du Sud, ça, c'est vraiment strate simple, mais je peux faire du strate multiniveau aussi. Donc, je pourrais aller, par exemple, je veux que dans mon échantillonnage, il y a 4% d'individus qui sont originaires de l'Asie du Sud, parce que ça reflète la population. Mais chez ces personnes-là, je sais que chez les Canadiens, chez le 4% de Canadiens qui sont originaires de l'Asie du Sud, je sais qu'il y a 25% de ceux-là qui ont un doctorat et 75% qui n'en ont pas un. Alors, j'aimerais que dans mon échantillon, en plus que 4% de mon échantillon soit originaire de l'Asie du Sud, que 25% de ce 4%-là ait un doctorat. Okay? Donc là, je ferais du strate à l'intérieur de strate. Et je peux continuer. Et j'aimerais que dans ce 25% de ce 4%-là, j'aimerais que 60% de ces gens-là soient des femmes. Donc ici, je pourrais avoir strate à l'intérieur de strate à l'intérieur de strate. Dans mon échantillon, je veux que 4% de mon échantillon vienne de l'Asie du Sud, mais que de ce 4%-là, 25% de ce 4%-là ait un doctorat, et que de ce 25%-là, 60% soient des femmes. T'sais, donc, strate à l'intérieur de strate à l'intérieur de strate. Comme je pouvais faire grappe à l'intérieur de grappe à l'intérieur de grappe, multiniveau. Ben ici, c'est strate multiniveau. Mais l'idée, encore une fois, c'est probabiliste. Pourquoi? Parce que chaque personne à l'intérieur des strates est sélectionnée aléatoirement. Je dis que ça me prend, par exemple, je dis que ça me prend, je pense, je me trompe-tu, ou 4% de 1000 Canadiens, c'est 40. Ok, je suis vraiment pas très fort en maths mentale, là. On va présupposer que c'est 40, là.
OK? Euh, ça me prend donc ça me prend 40 personnes d'Asie du Sud. Ça, je le sais, pour représenter la population. Dans mon échantillon, 40 personnes de l'Asie du Sud, puis 960 personnes qui ne sont pas de l'Asie du Sud, pour donner un échantillon de 1000. Mais qui va tomber dans ce 40? Quelle personne de l'Asie du Sud je vais choisir pour inclure ce 40 personnes-là, pour inclure à l'intérieur de ces 40 personnes-là? Ça va être déterminé aléatoirement. Je vais aller choisir au hasard des gens de l'Asie du Sud jusqu'à temps que j'en ai 40. Donc c'est quand même probabiliste. Même si j'ai prédéterminé que les gens de l'Asie du Sud doivent s'arrêter à 4% en termes de leur proportion dans mon échantillon. Okay? Les gens que je vais déterminer pour faire partie de ce 4%-là, je les choisis aléatoirement. Donc, c'est quand même une technique d'échantillonnage probabiliste. Comme quand je faisais un échantillonnage par grappe, même si je sélectionnais 100 personnes dans une étude, dans une école, pardon, l'idée, c'est que j'avais choisi les écoles que je sélectionnais aléatoirement. Donc, c'était quand même probabiliste. Je reviens ici sur le fait que la strate se distingue de la grappe. Et un dernier, je vais arrêter avec ça parce que sinon ça va devenir trop long, là, mais le suréchantillonnage. Le suréchantillonnage, c'est une variation de l'échantillonnage aléatoire par strate. Et l'idée, c'est que des fois, ce qu'on va vouloir faire, c'est surreprésenter volontairement une strate particulière. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Ben, disons qu'on veut, retournons à notre bon vieux... j'avais raison à propos du 40 personnes, que 4% de 1000, c'est 40. Ça peut pas paraître une grosse victoire pour vous, mais pour moi, c'en est une, parce que mes mathématiques mentales sont vraiment pourries. Disons qu'on veut échantillonner 1000 Canadiens, en s'assurant d'inclure des gens d'origine sud-asiatique. Okay. Bon. Peut-être que la population d'intérêt a un faible pourcentage de ces individus, par exemple 4%. Imaginons que 4% des Canadiens sont d'origine sud-asiatique. Donc, on va vouloir, dans notre échantillon, 40 personnes. Okay. Mais, il y a certaines analyses statistiques que vous allez apprendre plus tard dans un cours de stats qui requièrent un certain nombre, une certaine taille d'échantillon pour dire quelque chose qui fait du sens. Il y a certaines techniques statistiques que si vous utilisez juste 40 personnes, la technique va vous calculer une statistique finale, va vous donner un résultat final, mais ce résultat va être biaisé. Parce que les gens sont biaisés, les 40 personnes sont biaisées? Non, juste parce que la technique, mathématiquement, elle a besoin de plus d'un échantillon plus gros pour bien fonctionner. OK? Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du suréchantillonnage. Alors, ce que je vais faire, disons que j'utilise une technique statistique qui requiert au moins des échantillons de 100 personnes pour bien fonctionner mathématiquement. Fait que, oui, techniquement, il y a juste 4% de mon échantillon qui devrait être des individus d'origine sud-asiatique, parce que seulement 4% des Canadiens le sont. Donc, techniquement, je devrais juste avoir 40 personnes sud-asiatiques dans mon échantillon et 960 personnes d'origine non sud-asiatique, disons. Mais je vais aller prendre 100 personnes d'origine sud-asiatique pour mon échantillon. Maintenant, vous pourriez me dire, oui, mais t'en prends trop. Oui, pour l'instant. Ces 100 personnes-là vont me permettre maintenant de runner mes statistiques et les tests statistiques que je vais faire, les procédures statistiques vont fonctionner parce que maintenant, elles ont assez de personnes avec qui fonctionner, assez de cas. Mais là, quand je vais rapporter ou décrire mes résultats, quand va venir le temps de rapporter mes résultats, je vais ajuster les résultats finaux pour tenir compte du fait que j'avais suréchantillonné. Et ça, il y a des techniques statistiques pour ça, mais l'idée, c'est que je vais tenir compte mathématiquement du fait que ce que j'ai obtenu avec la strate sud-asiatique, ça a été obtenu avec du suréchantillonnage. Et donc,
je vais tenir compte de ça. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans, là, mais c'est une question statistique et mathématique et on pourra en parler dans un cours de statistique. Okay? Mais ça, c'est le but et le fonctionnement du suréchantillonnage. Et c'est vraiment basé sur le fait que certaines analyses statistiques ont besoin d'un certain nombre de personnes pour fonctionner. Une autre idée, c'est comme par exemple, imaginons que vous avez juste besoin, ben ça pourrait être aussi que, imaginons que vous avez juste besoin de 40 personnes sud-asiatiques dans vos échantillons, mais que vous sentez que si vous en échantillonnez juste 40, vous avez tendance à retrouver des gens qui ont quelque chose en commun, genre c'est tous les gens qui sont, par exemple, vraiment d'un certain type de personnes, par exemple. Vous dites, il me semble qu'il manque. Oui, ils sont tous sud-asiatiques, mais ils ont toutes telles caractéristiques en commun, par exemple. Ils sont tous de tel genre de personnalité ou ils ont tous tel genre d'éducation. On pourrait pas aller prendre plus de gens, une plus grande quantité de personnes sud-asiatiques, comme 100 personnes, pour donner une idée plus représentative du 4% des Canadiens qui sont sud-asiatiques, parce que le 4% des Canadiens sud-asiatiques, c'est pas 100 personnes, c'est bien plus. Et donc, peut-être qu'on n'arrive pas à avoir avec 40 personnes un bon échantillonnage. Peut-être si on avait 100 personnes dans notre échantillonnage qui sont d'origine sud-asiatique, on arriverait à avoir un échantillon plus représentatif de tous les Canadiens d'origine sud-asiatique. Puis ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre des analyses là-dessus, puis on va mathématiquement aller ajuster les résultats finaux pour tenir compte du fait que finalement, c'est supposé juste représenter 4% de l'échantillon. Okay? Donc ça, c'est la question, c'est le principe du suréchantillonnage. Je vous laisse là-dessus parce que ça commence à faire un long vidéo. On se reparle du reste plus tard. Bye.